pour la première fois librement dans les rues d'Alger. Ce 5 juillet 1962, l'Algérie proclame son indépendance. C'est le point final d'une longue nuit coloniale et de 8 ans d'une guerre sans nom. Le mythe qu'une Algérie française a vécu, les pages de l'histoire d'une Algérie algérienne commencent tout juste à s'écrire. Aux yeux du monde, un homme incarne le combat d'un peuple pour sa souveraineté. À la tribune des Nations Unies, le 8 octobre 1962, Ahmed Ben Bella célèbre enfin l'entrée de l'Algérie dans le concert des nations. Monsieur le Président, Messieurs les délégués, il est, dans la vie des peuples, des heures où le destin s'arrête pour choisir son chemin. L'Algérie vit parmi vous ces heures-là. Mais contrairement aux apparences, les leaders algériens ne sortent pas unis de cette histoire tumultueuse. Le FLN, Front de Libération Nationale, qui semblait si soudé pendant la guerre, laisse apparaître des antagonismes profonds. L'Algérie est désormais soumise à l'épreuve du pouvoir. Dès qu'il y a eu l'indépendance, le problème de la légitimité du pouvoir au sommet s'est posé. Nos chefs ont fait une erreur grossière, se sont pas entendus. On a libéré le territoire, mais on n'a pas libéré le peuple et on n'a pas libéré l'individu. La révolution algérienne, c'était pour la liberté, c'était pour l'émancipation du peuple algérien. C'est pas la démocratie qui s'est installée en Algérie. Parce que les tendances dictatoriales se sont imposées. L'histoire avance souvent par le mauvais pied, mais elle avance. Le 18 mars 1962 aboutit une longue négociation entre les dirigeants nationalistes algériens du gouvernement provisoire, organe politique du FLN, et la délégation française présidée par Louis Joxe, ministre des Affaires algériennes du général de Gaulle. Ces accords permettent la proclamation d'un cessez-le-feu. Le porte-parole pour la partie algérienne est alors Reda Malek. Il y a eu des négociations officielles qui avaient commencé le 20 mai 1961 et se sont poursuivies pendant une année, avec évidemment rupture, suspension, reprise, secrète, pas secrète, etc. De Gaulle voulait avoir des garanties pour l'avenir, pour les Européens, pour le pétrole, pour le site nucléaire. Louis Joxe savait que 1 million d'Européens n'allaient pas rester tous là. Mais il a tablé quand même sur 300 000 qui resteraient en Algérie. Cette solution nationale, c'est une Algérie qui dispose d'elle-même, non pas contre nous, mais avec nous. Nous proposons que cet État algérien soit en coopération avec notre France, parce que c'est le bon sens pour les Algériens d'abord, et même pour les Français. Les accords d'Évian, en réalité, lorsqu'on juge les choses a posteriori, ça a été une façon, n'est-ce pas, de rétablir la paix en Algérie d'une façon sérieuse, de sauver la face aux uns et aux autres. Point. Il y avait une partie de la direction du FLN qui n'était pas d'accord. Et il n'y a pas de doute que la course pour le pouvoir, si vous voulez, avait commencé déjà à ce moment-là. La réalité, c'est que nous étions divisés peut-être pendant la guerre de libération. Maintenant, on connaît l'histoire, nous étions divisés, et je dirais même dans un certain sens que c'était normal. Mais la présence du système colonial empêchait ces divisions d'être mises à nu. Qui sont ces autres acteurs en désaccord? Une partie de l'armée algérienne, l'état-major général dirigé par Ouari Boumedienne, conteste les décisions d'Évian.
Basé au Maroc, cette armée des frontières est chargée de fournir en armes les combattants qui affrontent l'armée française à l'intérieur dans les maquis algériens. Par ailleurs, d'autres dirigeants historiques du FLN voient d'un mauvais œil les compromis négociés par le gouvernement provisoire. Ils sont 5, détenus en France depuis le début de la guerre. Le futur président Ahmed Ben Bella, Mohamed Kider, Hosni Aït Ahmed, Mohamed Boudiaf et Rababita. Le 22 octobre 1956, ils ont été victimes du premier acte de piraterie aérienne de l'histoire, arraisonné en plein ciel par l'armée française. Ahmed Ben Bella, notamment, refuse certaines des dispositions des lions. Moi, je voulais une révolution complète. Je voulais enlever les terres aux colons. Pour moi, les colons, c'était l'ennemi. Et vous pensiez que ce n'était pas possible avec le GPRA de l'époque? Non, c'est elle qui n'est pas révolutionnaire. C'est finalement deux visions pas très semblables. Moi, je voulais une vraie révolution. Du côté français, on a parlé d'avoir bradé. On a accusé De Gaulle d'avoir bradé l'Algérie. Du côté algérien, on a dit que ça c'est une plateforme néocolonialiste. Et Boumedienne, à l'époque, suivi d'autres membres de l'état-major, de 2 autres membres de son état-major, avait voté contre. En février 1962, c'est-à-dire avant la signature des accords d'Évian, où Waris Boumedienne avait écrit dans ses directives à l'armée et au président du GPRA, l'indépendance doit être avant tout l'indépendance économique. Waris Boumedienne compte bien reprendre la main une fois la paix revenue. Son bras droit, un certain Abdelaziz Bouteflika, est missionné en France pour convaincre l'un ou l'autre des 5 chefs historiques emprisonnés de faire alliance. Ils avaient envoyé Bouteflika pour convaincre Boudiaf de les rejoindre, mais Boudiaf leur a dit qu'est-ce que c'est que cette initiative que vous prenez au moment des élections, diviser le pays, au moment où il fallait être sur une position de force dans la négociation. Il a été très dur à l'égard de l'état-major, donc out. Bouteflika a éliminé Boudiaf. Moi, une question en ce qui me concerne, ils connaissent un peu le point de vue politique, et ils se sont rabattus sur Ben Bella. Ben Bella était heureux. Il a accueilli Bouteflika en disant « Ah, alhamdoulilah ya Rabbi, grâce à Dieu, aujourd'hui je peux mourir en voyant des jeunes officiers comme ça. » Bouteflika était très intelligent, très intelligent. Mais il était quand même venu pour parler avec vous d'une alliance avec Boumedienne. Et vous aviez donné votre accord en plus. Et il est rentré, il a dit « Voilà, donc il peut nous accompagner une petite étape. » Il faut peut-être ajouter aussi que Ben Bella jouissait d'une popularité et d'un charisme sans égard par rapport aux autres responsables. Et on dit aussi, et je crois que c'est vrai, que la radio égyptienne, La Voix des Arabes, Centre Arabe, avait beaucoup fait pour favoriser un petit peu le nom de Ben Bella. Le cessez-le-feu entre en vigueur le 19 mars. Ahmed Ben Bella, Hosni Aït Ahmed et les autres chefs historiques emprisonnés en France sont libérés. Ils ne rentrent pas en Algérie, mais rejoignent les membres de l'état-major général du colonel Boumedienne à la frontière tunisienne. Et c'est là, évidemment, que se sont matérialisées les prises de position. C'est très clair que sous la houlette et les conseils de Nasser, on a dit à Ben Bella, prends l'armée et prends le Mukhabarat, les services. C'est comme ça que sur l'Algérie. Pour les Français, cette lutte fratricide est masquée par l'anarchie dans laquelle l'Algérie vient de sombrer. Malgré le cessez-le-feu, l'OAS, l'organisation armée secrète,
intensifie son activité terroriste. Ce groupuscule politico-militaire clandestin français qui refuse l'indépendance de l'Algérie multiplie les attentats violents. Entre les représailles sanglantes du FLN, le jusqu'au-boutisme criminel de l'OAS et un avenir qui paraît de plus en plus incertain, les Européens prennent le chemin de l'exil. L'OAS voulait amener à la rupture du désaccord. Il voulait pousser la population algérienne à descendre sur les quartiers européens. En 3 mois, 4 mois, eh bien, les 800, 900 000 Européens qui détiennent l'essentiel de l'économie, de l'administration, vont partir. C'est le vide total. Ils sont partis parce que le voisin connaissait l'autre et la guerre a duré longtemps et elle était totale. Elle était sans pitié. En fait, c'est tout un pan des accords qui est tombé en raison du départ des Pieds Noirs. Aux côtés des Pieds Noirs, des milliers de harkis, ces Algériens qui ont combattu côté français, tentent de rejoindre la France. Si certains sont rapatriés par l'armée française, un grand nombre, contrairement aux promesses, sont abandonnés par la République. Ce qui s'est passé contre les harkis, c'est la colère, n'est-ce pas? Parce que quand il n'y a pas de pouvoir, les gens se livrent à des représailles que je ne justifierai pas, mais que je ne condamnerai pas. À Alger, il n'y avait pas de harkis du tout, mais il y a eu des exactions ailleurs. Il n'y a pas eu une décision centrale quelque part pour dire maintenant on va arrêter de tuer les harkis. La responsabilité, écoutez, c'est quand même l'administration française coloniale toute puissante qui a recruté ces gens-là, qui les a mis contre leurs propres compatriotes. Et je crois que c'est difficile de nier leur responsabilité sur ce qui s'est passé. C'est dans ce contexte que la crise du pouvoir algérien explose à Tripoli, en Libye, le 27 mai 1962. Les principaux responsables politiques se réunissent en terre neutre pour aboutir à un accord politique. Le socialisme comme option idéologique fait l'unanimité et le principe d'un parti unique est décidé. Mais c'est sur la question du leadership au sein du bureau politique que la tension atteint son comble. Les ambitions éclatent au grand jour. Les membres du gouvernement provisoire refusent l'hégémonie de Ben Bella. Ils quittent la table des négociations. Le gouvernement provisoire, le GPRA, rentre alors à Alger célébrer l'indépendance avec la population et installer son embryon d'administration, seul légitime de son point de vue. C'était la solution légaliste, qui valait ce qu'elle valait. C'était le GPRA qui était reconnu internationalement, qui a négocié les termes d'indépendance et qui a fait une rentrée triomphale à Alger le 4 juillet. Personnellement, j'ai fait des efforts pour que nous rentrions unis. J'étais allé dire à Nasser, si jamais cette crise atteint l'Algérie, vous ne serez pas gagnant. Ben Bella ne sera gagnant. Personne ne sera gagnant. Moi, je suis prêt à soutenir un remaniement possible du GPRA pour mettre à sa tête Ben Bella. Mais de grâce, il faut intervenir. Le 22 juillet 1962, à Tlemcen, Ahmed Ben Bella, rentré depuis peu en Algérie, va bénéficier d'un soutien inattendu. Ferhat Abbas, figure majeure de la lutte anticoloniale modérée, se rallie contre toute attente. Ben Bella forme alors le bureau politique de son choix et exclut les membres du GPRA. Nous nous rencontrons à Tlemcen, je veux dire l'autre partie, n'est-ce pas, ceux qui étaient avec Mahmoud Diaf, etc., les autres. Et nous décidons dans le public la liste des membres du comité du bureau politique. Et dans cette liste, il y avait des personnes qui n'étaient pas, qui étaient hostiles à nous. Boudiaf et Aït Ahmed. Le bureau politique FLN à Tlemcen a diabolisé la direction politique, c'est-à-dire le GPRA. Et ils sont présentés comme les détenteurs de la légitimité révolutionnaire. Aux yeux du GPRA, on était des hors-la-loi.
parle de tous mes compagnons, je parle de toutes les régions qu'on contrôlait à l'époque. Et c'était la majorité, c'était ce qu'il y avait de plus solide et le plus dur de la révolution. À Alger, c'est le chaos. Les différentes factions militaires, divisées en 6 entités régionales, appelées wilayas, se livrent à des combats fratricides. L'absence d'un pouvoir central légitime pousse 2 d'entre elles à envahir la capitale pour en prendre le contrôle. Le peuple est pris en otage. Quels étaient les dangers qui menaçaient l'Algérie? On parlait en cette période de congolisation de l'Algérie, d'éclatement de l'Algérie, n'est-ce pas? Chaque responsable qui avait des éléments sous sa coupe, eh bien, jouait une sorte d'indépendance et l'absence d'un pouvoir central. Il y a eu plusieurs coups d'État successifs à Alger. Le GPRA est arrivé le 5 juillet et s'est installé. Ensuite, il y a eu la zone autonome d'Alger et ensuite, il y a eu la Wilaya 4. La Wilaya 4 est devenue s'engouffrer le 27 juillet 1962. Quand je sors le coup d'État, il n'y avait rien à libérer le 27 juillet 1962. L'indépendance était derrière nous. Le sang a coulé à Alger. L'heure de la confrontation finale a sonné. Le 3 août 1962, Ben Bella est accueilli en héros à Alger, entouré des soldats du colonel Ouari Boumedienne. Ils vont user des armes pour imposer l'ordre. Nous entrons en Algérie un peu en forçant la porte de l'Algérie. On a dénombré, bon, sur ça les statistiques sont toujours difficiles à établir, quelque chose comme 700 victimes.